ils ont été présents durant toute la durée. Donc il y a eu beaucoup d'animations, beaucoup d'activités, beaucoup d'interventions aussi très constructives, très positives, que ce soit lors de la plénière ou bien lors des ateliers. Et une série de recommandations qui a été élaborée à l'issue de ce séminaire. On est en train de préparer un peu les actes. Moi je dirais que j'étais un peu hésitant par rapport à ce projet. Parce que ça a démarré quand même très difficilement, ça a patiné. Mais je pense, avec 1, 2, 3 projets, je pense que toute la mécanique sera bien huilée. Monsieur Ataf, ici présent, c'est le représentant du ministère en tant que point focal. Donc on lui souhaite aussi la bienvenue, il est chaque fois présent avec nous. Pas en tant que point focal, mais aussi en tant que collaborateur, en tant qu'ami, etc. Donc on essaie tous ensemble, je ne vais pas dire tout secteur confondu, mais toute institution confondue, d'atteindre l'objectif qu'on se fixe par rapport à chaque thématique qui est fixée, que ce soit dans le TAEX, etc. C'est un peu la politique de l'ADS. Auparavant, on avait un slogan le slogan c'était le social, il faut l'aimer. Dernièrement, on a participé au salon au niveau de Toron, le salon sur la pêche et l'aquaculture, le salon international. Et on a ramené avec nous des gens qui ont animé, il y avait un clown, il y avait on a animé un petit atelier pour enfants, qui est développement thérapeutique pour enfants. Donc il y avait une quarantaine d'enfants qui ont participé à un atelier pédagogique. Là, ils ont fait une fresque, etc. Ça a très bien marché. Et ensuite, on a discuté un peu de l'ADS. Est-ce que c'est possible de changer et d'avoir un autre logo, un autre slogan? Et finalement, avec l'aide de tous, et surtout des enfants, on s'est posé la question, que peut devenir le A de l'ADS? A, c'est aimer. D, c'est donner. Et S, c'est sourire. Donc ça, c'est le nouveau slogan de l'ADS, qui a été retenu d'une manière un peu, je dirais, collégiale lors de ce salon. Bon, ça c'est juste pour essayer d'égayer un peu l'assistance. Pour aujourd'hui, je sais que ce n'est pas en l'espace une journée ou 2 journées qu'on pourra tout détecter, tout déceler, etc. Mais un petit échange, déjà un premier contact, c'est déjà positif. Le fait de savoir et de voir de visu qu'est-ce qui se passe, c'est aussi un point positif. Le fait d'échanger un peu différentes expériences, c'est positif. Mais aussi le fait d'organiser des focus group et de discuter avec les bénéficiaires des programmes, entre autres le représentant, le maire de la commune de Kélitus. Donc ça donne aussi une idée sur la manière comment c'est appréhender un peu tel ou tel dispositif. Tout ça va nous permettre peut-être plus tard de développer d'autres projets dans ce sens, et peut-être pourquoi pas ne pas aller même à développer des projets pilotes avec bien sûr la contribution de l'Union européenne pour essayer de faire un modèle. Je pense que le modèle de Kélitus, on a eu quelques problèmes au niveau des communes d'Alger par rapport à la prise en charge notamment du dispositif pour en choisir, entre autres. Et il y a eu une petite expérience qu'on a tentée avec justement la commune de Kélitus. D'ordinaire, ça passait par le comité communal, de wilaya, etc. Et la sélection a posé beaucoup de problèmes. Et on s'est dit, Alger, avec tous les problèmes qu'il y a, etc., une capitale, avec tant de projets à côté qu'on propose, et quand on voit à peu près, quand on fait le bilan, le niveau de réalisation très faible, epsilon, je dirais, ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On a le financement, on a un besoin qui est vraiment affiché, et du point de vue de la réalisation, on reste encore... Donc on s'est dit qu'on ne va pas se contenter à ces seuls acteurs. On a fait une petite expérience, on a pris un raccourci. On s'est adressé au comité de quartier. Et ça a marché. Je pense que ça a marché. Ça veut dire qu'il y a toujours une alternative, une solution à tout problème, et qu'on pourra éventuellement discuter et développer plus tard.
Même si on a au niveau de l'ADS tout un guide, un manuel de procédure, c'est pas figé. On peut l'alléger, on peut apporter des amendements, apporter les correctifs nécessaires, etc. Donc pour aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a un programme conséquent. Il y a d'abord un échange, un contact entre vous. Ensuite, je pense qu'il y a des visites sur le terrain qui sont programmées. D'ici là, vous avez aussi une séance de restitution le dernier jour. Là, on pourra éventuellement réagir. Et je souhaiterais aussi que chaque recommandation puisse être traduite par la suite en un petit plan opérationnel avec un échéancier, etc. Voilà. S'il y a lieu d'aller encore pour essayer de cadrer un peu tout ça, d'aller vers des conventions en cadre à instaurer encore avec les institutions, il n'y a pas de problème. Bien sûr, chaque convention cadre, c'est la politique un peu de l'ADS, devra être suivie automatiquement par un contrat programme. Parce qu'une convention cadre, ça peut être une convention biennale, triennale, puis 2 ans, 3 ans, mais c'est une grande ligne. Et donc, pour chaque année, il faudrait établir un contrat programme avec un échéancier, des actions exactes, le rôle de chacun, droits et devoirs, etc. Et ça pourra, enfin, ça ne pourrait que faire avancer un peu les choses. De toute façon, moi je vous souhaite bon courage. Avant de passer la parole un peu, je dirais, à l'atelier. Je passerai peut-être la parole à M. Tato pour un petit mot. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, monsieur le directeur général. Je voudrais tout d'abord exprimer toute la satisfaction d'être présent à ce TAIEX. C'est le 3e que nous organisons dans le cadre du P3A, du programme d'appui à la mise en œuvre de l'association. Le programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association avec l'Union européenne, la machine commence à être huilée et je me réjouis aussi de la présence parmi nous de Mme Marie Sekouri, qui n'est pas si longtemps avec nous. Et donc, elle a déjà une idée sur le programme développé par l'ADS, parce que l'ADS a ce TAIEX que vous avez organisé autour de l'amélioration des dispositifs d'emploi, a participé de manière très active. Et puis aussi, je me réjouis de la présence du premier magistrat de la commune de Kélitus, parce que là, à travers votre intervention, monsieur le directeur général, le mot partenariat est venu à l'esprit. Et justement, le partenariat, peut-être vous pourrez réfléchir, pourquoi pas, à l'organisation aussi d'un autre atelier autour de cette notion de partenariat pour en approfondir les activités nationales de la famille et la condition de la femme. Plein succès aux travaux de cette mission TAIEX. Et voilà, merci, monsieur. Voilà. Donc, je souhaite bon courage. On a mis le flambeau à Madame Blé. Honorable assistance, salam alaikum. Sans plus tarder, je vais inviter M. Taral à présenter sa communication. Juste avant, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos portables ou de les mettre en mode silencieux pour ne pas perturber les travaux de la séance. Merci. Avant, je souhaite la bienvenue à nos invités et je les remercie pour avoir accepté l'invitation. Et aussi mes collègues du département d'emploi et les différentes directions de l'ADS. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dispositif Blanche Algérie. Ce que je vais vous présenter les 8 années d'expérience du programme Blanche Algérie. C'est-à-dire la démarche,
la démarche à suivre, la démarche à suivre, comment nous avons entamé, comment il y a eu le contact direct, parce que c'est un dispositif qui a été basé sur plus, c'était opérationnel et le contact direct avec nos partenaires, soit au niveau local, soit au niveau wilaya, soit au niveau même national, avec notre ministère. Pour l'introduction, c'était dans le cadre de la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des citoyens, le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et la condition de la femme, c'est l'ex-ministère de l'Emploi et de la Solidarité, a initié le projet Blanche Algérie qui vise la création de micro-entreprises de solidarité. C'était dans cette optique qu'un arrêté ministériel numéro 48 du 13 juin 2005, c'est toujours de l'ex-ministère de l'Emploi et de la Solidarité, est intervenu pour charger les directeurs généraux de la Solidarité nationale, l'Emploi, l'Agence de développement social, l'ONGEM, l'ONSEJ, l'ANEM, chacun ainsi que le concert de l'exécution des dispositions du présent arrêté. L'ONGEM, c'est l'Agence nationale de gestion de microcrédit, l'ONSEJ, c'est l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, et l'ANEM, c'est l'Agence nationale de l'emploi. La participation de l'ADS au programme Blanche Algérie était en application du présent arrêté. L'Agence de développement social qui détient le volet de la création massive d'emplois a mis à contribution le dispositif TIPIMO, travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre. À cet effet, les modalités de mise en œuvre et de gestion du programme TIPIMO sont modifiées en fonction et en relation directe avec les objectifs tracés par le ministère de la Solidarité. C'était toujours en collaboration avec l'ex-ministère de l'Emploi et de la Solidarité. L'ADS a participé à l'aide de la création de la gestion des micro-entreprises, l'octroi d'un marché gré à gré, la mise à la disposition du matériel de travaux, outillage et tenu au profit des ouvriers, l'accompagnement dans les différentes étapes pour la création de la petite entreprise, démarches administratives pour l'obtention de la carte d'artisan, identification fiscale, immatriculation CNAS et CASNOS. Cette étape d'aide a permis aux jeunes entrepreneurs du programme de se familiariser par le contact direct avec les différents services de l'administration. ADS, DAS, APC, Impôts, banque, CNAS, CASNOS, chambre d'artisanat, et de se confronter aux problèmes quotidiens pour la création effective de l'entreprise et de comprendre les mécanismes et les rouages de l'administration. La DAS, c'est la Direction de l'action sociale et de la solidarité. L'APC, c'est l'Assemblée populaire communale. Les étapes de réalisation du projet. Nous avons commencé par la première étape, la campagne de vulgarisation et sensibilisation. Et deuxième étape, c'est la mise en œuvre du projet. Troisième étape, c'était l'évaluation du projet. La première étape, campagne de vulgarisation et sensibilisation. Il y avait 5 rencontres régionales au niveau Betna, Tipaza, Betna, Oran, Béchad et Ouagra, où on a regroupé les autorités locales du wilaya. Wali, élu, d'APUI, d'APC, les directeurs d'exécutif de l'action sociale, de l'emploi, environnement, association ADS, ONGEM, ONSEJ et ANEM, où nous leur avons présenté le projet de Blanche Algérie. Il y a eu des portes ouvertes organisées au niveau des communes. Et il y a eu aussi les mass médias qui ont contribué pour vulgariser le programme, et que la radio, télévision, journaux. La deuxième étape, c'était la mise en œuvre du projet, les textes et notes d'application. Il y a eu, c'est-à-dire sur la base des textes et d'application qu'on a lancé Blanche Algérie. Il y a eu l'installation, durant cette période, il y a eu l'installation des comités de pilotage au niveau communal, au niveau du wilaya et au niveau national. Il y a aussi la circulaire qui a pour objet de fixer et de préciser les modalités pratiques de prise en charge, de mise en œuvre et de financement par l'ADS de l'opération Blanche Algérie, qui a été signée entre le directeur de l'ADS, le directeur général de l'ADS et le directeur général de la Solidarité nationale. Il y a la convention cadre de l'ex-ministère de l'Emploi, de la Solidarité nationale, le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. Il y a le guide, on a bien sûr élaboré un guide méthodologique destiné à expliquer les différentes étapes de mise en œuvre sur le terrain de l'opération Blanche Algérie. À savoir bien sûr la délimitation du périmètre d'intervention, c'est les quartiers, les critères d'éligibilité du futur tâchant et des ouvriers, c'est le seul critère, c'était qu'ils soient des chômeurs. L'accompagnement des futurs tâchants par
par l'APC et la direction de l'action sociale et les antennes régionales de l'ADS, et les modalités de paiement des situations de travaux. C'est-à-dire comment ils remplissent leur situation, où ils doivent la déposer, etc. La fiche technique du projet, c'est le coût d'un contrat qui est de 850 000 dinars pour 3 mois de travaux. Le coût global d'un projet de 4 contrats de 3 mois, chacun, soit une durée de 12 mois, qui est estimé à 3 400 dinars. 3 400 000 dinars. Bien sûr, on a commencé avec, au début, c'était 9 mois. Et le coût du projet, c'était de 700 000 dinars. C'était en 2005. Mais le projet a connu des changements sur le coût et le nombre d'emplois en raison de l'évolution des SNMG. Avant, on a commencé avec 9 ouvriers, puis on a descendu jusqu'à 7 ouvriers. L'équipe de projet est composée d'un chef d'équipe et de 7 ouvriers. Les ouvriers sont rémunérés au salaire national minimum garanti SNMG, soit 18 000 dinars par mois. La couverture sociale est assurée aux ouvriers, la charge est de 6 300 dinars par mois. Les vêtements et tout sont pris en charge par l'ADS. Au début, c'était par le ministère de la Solidarité. La première année, c'était un don du ministère de la Solidarité. Mais à partir de 2006, à partir de 2007, c'est à la charge de l'ADS. La troisième étape, c'était l'évaluation du projet. On a fait une rencontre au niveau de Constantine où on a regroupé, il y a eu une rencontre régionale qui a été organisée à Constantine, où on a regroupé les DAS, DEO, associations, présidents, d'APUI, APC, ONSEG, ONSGEM, CACOBAT, CNAS, CASNOS, Direction générale des impôts et les chefs des micro-entreprises, créés dans le cadre du programme Blanchage Géry. Divilay, Domlou-Boagui, Constantine, Iskila. La vie appréciation des participants. D'après les participants, le programme a permis d'absorber une grande partie des chômeurs au niveau des quartiers. Les quartiers ont bénéficié d'un entretien continu et un témoignage des autorités locales de la ville de Constantine, où ils ont reconnu que grâce aux jeunes de Blanchage Géry, la ville de Constantine est devenue une ville propre. Les recommandations, c'est lancer une réflexion sur la pérennisation de l'activité des jeunes tâcherons, augmenter la durée de 9 mois à 12 mois, soit 4 contrats de 3 mois, ce qui a été fait en 2011, assurer un plan de charge aux micro-entreprises par les communes et les autres secteurs, publics et privés. À ce titre, bien sûr, l'ADS a fait bénéficier les jeunes tâcherons ayant travaillé dans le programme Blanchage Géry d'une bonification de 5 points dans le programme TUPIMO. Parce que nous avons un programme TUPIMO, c'est-à-dire pour un jeune qui veut soumissionner pour TUPIMO, il y a des critères de sélection. Donc on lui apporte 5 points. Environ 30% des micro-entreprises créées dans le cadre du programme Blanchage Géry ont bénéficié du projet TUPIMO. Nous avons fait aussi une enquête auprès des bénéficiaires du programme Blanchage Géry. Une enquête a été menée sur un échantillon de 200 tâcherons sur les 800 bénéficiaires du programme 2009. L'enquête a été menée en 2009, soit un taux de 25%. On a envoyé au niveau des communes un questionnaire de 18, il y avait 18 questions, mais j'ai choisi 5 questions. Le genre, il y a 15% c'est des féminins, 96% c'est des genre masculin. L'âge, 8% en moins de 25 ans, 51% entre 26 et 30 ans. C'est la catégorie qui est touchée par le chômage. 28% entre 31 et 35%, 13% entre 36 et 40%. 40 ans plus. 13% entre 36 et 40 ans. Parce qu'on a limité, au début, en 2007, c'était ouvert pour, c'est-à-dire jusqu'à 60 ans. Mais on a limité à 40 ans. Situation familiale, 58% c'est des mariés, c'est ceux qui demandent le programme Blanchage Géry, 42% c'est des célibataires. Niveau d'instruction, 45% ont un niveau moyen. 27% c'est niveau secondaire et 28% niveau universitaire. La durée de mon chômage, 19% ils ont une durée de chômage de 1 à 2 années. 45% c'est 3 à 5 ans. C'est trop. Ouais, 36% c'est 6 ans et plus. Sur les 200. Contraintes rencontrées avec les différents services
Il y a 11% d'Alsace, ils ont des problèmes de paiement, retard dans le paiement. Ils ont 25% avec les APC, 30% avec la Caisse nationale d'assurance et 30% avec les autres, les impôts, les autres services. Ce que leur a apporté le programme, c'est l'expérience de la gestion de l'entreprise, la maîtrise des démarches administratives, c'est avec le contact avec les différents services, la gestion d'une équipe d'ouvriers, parce que ce n'est pas facile de gérer des jeunes en difficulté. Réalisation cumulée du programme Blanche Algérie, entre 2005 et 2013, le budget total alloué, c'est 52 milliards de dinars. Nombre de micro-entreprises créées, 17 279. Nombre d'emplois créés, 140 424, soit une moyenne de 17 553 emplois par an. Bien sûr, on a commencé avec 400 projets en 2005. Aujourd'hui, on est presque 10 000 projets, ça, 10 000 projets entre 2011 et 2012. Excusez-moi, dans les 17 179, à aujourd'hui, elles sont encore pérennes, les entreprises? On va en discuter. Parce qu'on a un projet pour la pérennisation de ces entreprises avec le ministère de la Solidarité, en partenariat avec le ministère de l'Environnement. C'est ça le problème. On attend de vous de nous donner des solutions. Bien sûr, nous avons engagé une opération pilote parce que nous avons constaté que la société civile ne s'implique pas trop dans les projets de... C'est un projet de solidarité, un projet de Blanche Algérie, mais même dans les autres actions de solidarité. C'était en application des recommandations du séminaire sur la stratégie de l'ADS octobre 2011. Relative, bien sûr, on a demandé à ce qu'il y ait la création et on crée une synergie entre les différents intervenants dans la mise en œuvre du programme d'ADS et d'orienter les interventions d'ADS vers les sites défavorisés et impliquer la société dans le suivi des dispositifs. On a engagé une opération pilote au niveau de la commune des Eucalyptus. Comment nous avons entamé la démarche, c'est toujours la même chose. Bien sûr, le choix des Eucalyptus est porté bien sûr sur la table de la population. Sur les 57 communes que compte la wilaya d'Alger, la commune des Eucalyptus est classée 3e. Le nombre important de quartiers populaires, c'est une commune nécessaire parce que c'est une commune qui a eu transfert dans le cadre de l'opération de débidonvilisation d'Alger. Il y a eu le transfert de cette population vers les Eucalyptus. Il y a eu beaucoup d'opérations de relogement. Plus, bien sûr, il y a eu de l'exode rural dans les années 80. Collaboration et disponibilité des responsables. Pourquoi j'ai dit quartier populaire? Parce qu'au niveau des Eucalyptus, par exemple, si on transfère la population de la Casbah, on trouve un quartier la Casbah aux Eucalyptus. Salambi, on trouve un quartier Salambi Eucalyptus. On les appelle en fonction de l'origine de la population. Et la collaboration et disponibilité des responsables locaux qu'on doit les remercier pour leur disponibilité. Présentation de la commune des Eucalyptus. La commune des Eucalyptus est située à environ 20 km au sud de la ville d'Alger. La population est de 116 107 habitants, d'après le RGPH. Je pense qu'aujourd'hui elle est vers 150 000, peut-être le PAPC va... La superficie est de 32,63 km. La densité est de 3558 habitants au kilomètre carré. Comment nous avons entamé bien sûr cette opération? Il y a eu la prise de contact avec les élus, chômeurs et représentants des comités de quartier au niveau de la scène communale de la commune. Il y avait environ 100 jeunes, c'est-à-dire jeunes qui passent entre 20 et 40 ans. Leurs avis, certaines cités sont organisées en comité de quartier, mais les actifs sans agrément d'après ces jeunes-là. Ils étaient déjà organisés, une opération qui a été organisée par le PAPC de Eucalyptus. Il y avait 10 comités de quartier qui faisaient déjà de l'entretien bénévolement. D'accord. Ils demandent quelles sont les modalités pour les agréer. Est-ce que les pères de famille dépassant l'âge de 40 ans peuvent bénéficier d'un projet Blanche Algérie? Comment obtenir un projet Blanche Algérie?
La deuxième étape, il y a eu une réunion de concertation, ADS, APC, comité de quartier. Plusieurs réunions ont été tenues entre les cadres ADS, antenne régionale, le CPS, c'est une cellule de proximité. On a une cellule de proximité au niveau des eucalyptus. Le secrétaire général, les élus, les représentants des quartiers où tous les problèmes ont été débattus. Comment obtenir un agrément, la liste des ouvriers a été arrêtée au niveau par le comité de quartier, nombre de projets, les sites concernés, moyens matériels, suivi, accompagnement, détachement. Comment ils seront accompagnés ces tâchants? La liste des tâchants et des ouvriers a été choisie par le comité de quartier. C'est pas dans le cas, bien sûr, elle est soumise au comité de pilotage, mais elle est choisie par les représentants des quartiers. 10 comités de quartier ont déposé des dossiers, les 10 comités de quartier ont déposé des dossiers. Pour l'autre option, ils ont obtenu, dans 5 ils sont agréés. 13 projets ont été validés par le comité de pilotage de la commune. Il y a eu 104 jeunes qui sont insérés dans le cadre du programme dans 13 tâches. La deuxième étape, c'est le lancement des chantiers. C'était le 17 janvier 2013. Les ODS ont été remis en 13 tâches en présence des représentants des quartiers, bien sûr, les autorités de la commune, le PAPC et le secrétaire général. Un technicien de l'APC et un représentant des comités de quartier ont été désignés par le PAPC pour le suivi et l'accompagnement des tâchants et des ouvriers sur terre. On doit le remercier aussi. Quelques données sur les bénéficiaires. La situation familiale ici, c'est les bénéficiaires, c'est tâchants plus ouvriers. D'accord. Pour celle de Constantine, c'était simplement pour les tâchants. La situation familiale est de 21% pour les mariés, 71% pour les célibataires. La durée dans le chômage, 21% entre 1 et 2 années, 17% entre 3 et 5 ans, 62% 6 ans et plus. Niveau d'instruction, 85% à un niveau moyen, 11% à un niveau secondaire, 4% à un niveau universitaire. L'âge, 39% moins de 25 ans, 23% entre 26 et 30 ans, 23% entre 31 et 35 ans, ils ont presque le même taux, 13% entre 36 et 40 ans, donc 2% plus de 40 ans, c'est des ouvriers, il y en a un ou deux. Merci pour votre attention. Je vais donner la parole à... C'est nous qui vous remercions, M. Kala, pour votre présentation. Et j'invite l'assistance à faire une petite pause de 10 minutes. On reprendra tout de suite. Mesdames Makouba Kaima et Tapti Charazet, deux cadres de la direction de l'emploi, des programmes de l'emploi et de l'insertion, deux cadres très actifs de cette direction, qui ont joué un très grand rôle, je dirais même un rôle primordial dans le lancement de l'opération Blanche-Argile. Madame Makouba. Bonjour tout le monde, je vais parler sur la période de lancement du dispositif, les années entre les années 2005 et 2006. 2005, c'était les regroupements régionaux, un regroupement national et des regroupements régionaux. Le rôle de l'ADS. Dans le cadre de lancement du dispositif Blanche Algérie, une campagne de sensibilisation a été prise par les cadres de la Direction générale de l'Agence de développement social. La campagne de sensibilisation a été prise parce que les regroupements régionaux et le regroupement national n'a pas été eu un accueil chaleureux par les APC et par la population, vu la situation de terrain à l'époque. Le premier travail qui a été fait par les cadres de la direction générale, c'est un travail de sensibilisation auprès des APC. Et le deuxième travail, c'était un travail de sensibilisation auprès de la population. Auprès des APC, on a fait un travail de présentation de dispositifs et l'impact de dispositifs sur des projets, l'impact des projets sur le terrain. La création de micro-entreprises, la création d'emplois, la préservation de l'environnement, etc. Ces APC, on a fait auprès des APC de plusieurs wilayas tels que Blida, Alger et Médéa. La deuxième étape, c'était l'étape de sensibilisation auprès de la population.
Il y a des sorties du terrain. Les cadres de l'ADS, ils sont sortis sur terrain dans les placettes, les placettes publiques, les cafés, les quartiers populaires. Les cadres et les élus des APC ont fait un appel aux jeunes chômeurs de se regrouper en équipe et de choisir parmi les membres de l'équipe un chef d'équipe. Le chef d'équipe qui soit un tâcheron bien sûr, et de se regrouper les jeunes de quartier, par exemple, en équipe. Là, on a fait ce travail par rapport à quelques communes de la wilaya d'Alger et celle de Médéa, la commune de Berkhadem, la commune de Bemandraïs, la commune de Bajara. C'est le premier travail qui a été fait par la direction générale afin de lancer le projet. Après, je vais vous donner la parole à Madame Tati pour continuer. Bonjour tout le monde. Donc moi, ce que j'aimerais dire concernant ce programme, c'est qu'au bout de 8 ans d'expérience, contrairement à la situation de départ, où, comme vous l'avez vu sur le reportage, l'APC sollicitait le jeune pour regrouper les gens du quartier en groupe. Maintenant, l'engouement est tel que pour donner un projet, c'est une bataille. Ce n'est pas une mince affaire pour les PAPC, parce que pour être impartial et pour être juste, ce n'est pas évident. Parce que, en réalité, les critères de sélection et d'éligibilité font passer tout le monde. Tout le monde est éligible, vu que la situation sociale l'impose. Donc, au bout de 8 ans, ce qui serait intéressant pour le programme Blanche Algérie, c'est d'abord, comme prévu dans les objectifs initiaux, c'est d'aller vers la spécialisation. L'environnement, ce n'est pas uniquement le nettoyage et ce n'est pas uniquement le balayage. On ne veut pas faire en sorte que les tâcherons Blanche Algérie soient les poubelliers, entre guillemets, des communes. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller vers une étape qualitative. C'est ce que nous recherchons. Et pour aller vers cette étape, il faudrait d'abord sortir des sentiers battus. Il faudrait d'abord que ce jeune tâcheron, au bout d'une année d'insertion professionnelle, tant qu'il est chez nous, c'est super. Il est là, il est encadré de la part de tous les partenaires, mais après une année, est-ce que réellement il est inséré? On a essayé, comme M. Rala vous l'a expliqué, de l'intégrer directement vers le programme Tupimo. Pourquoi? Parce qu'il y a le passage, il y a l'appel à concurrence. Donc il va apprendre comment se missionner. C'est une nouvelle étape. Mais ensuite, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir par exemple une partie qui bénéficie de projets de microfinancement de la part de l'ANSEJ, de l'ANGEL, pour avoir des engins, pour le recyclage, pour des spécialisations, d'autres pour l'aménagement. On a beaucoup de débouchés. L'environnement, surtout l'entretien, c'est une richesse absolue. Tant qu'on vit, on salit. Donc si on salit, on doit nettoyer. Donc c'est un filon intarissable. Et beaucoup de richesses peuvent en découler. Concernant les tâcherons maintenant, les tâcherons, on ne va pas dire que plus de 17 000 tâcherons sont accomplis et ont un plan de charge. C'est pas possible, vu que l'adhésion des partenaires ne s'est pas faite comme prévu. Pour des raisons qui sortent de notre ressort. Mais sur les plus de 17 000 tâcherons, même là où ça n'a pas marché, ça a marché. Parce que même si ce n'est pas un tâcheron ou un entrepreneur aujourd'hui, déjà le fait d'avoir un pas vers l'administration et de reprendre confiance en soi, il y a tout ça. Juste après, il y aura un bénéficiaire qui vous parlera mieux de ce qu'il a pu acquérir. Mais en parallèle, ceux qui n'ont pas réussi, qui ne sont pas entrepreneurs, ont pu avoir un fonds pour faire un petit projet. Il y en a qui se sont mariés, il y en a qui ont acheté un petit véhicule pour faire des taxis. Donc il y a beaucoup de débouchés. Ça a aidé beaucoup de personnes. Mais
il s'est quand même imposé ce projet. C'est pour ça qu'on veut aller vers la participation du citoyen, parce que c'est lui seul qui peut changer les choses. Voilà. Et ce qu'on attend du futur Blanche Algérie, c'est d'aller vers ce type d'action qualitative. Voilà. Et je vous remercie. J'appelle M. Hassaner, bénéficiaire d'un projet Blanche Algérie au niveau de la commune des Eucalyptus. السلام عليكم. اسمحوا لي معليش نتكلم بالعربية. أنا جيت هنايا باش نتكلم لكم عن القصة ديالي مع بلونش ألجيري. بون أنا كملت نقرا كملت قرايتي. تحصلت على ليسونس سير اقتصاد. سبيسياليتي ماناجمنت. وكيما كامل لي جان كملوا القراية ما كاينش خدمة ما كاين والو. ادفع لي سي في روح لي سوسيتي ما كاين والو تبقى تسنى حتى سمعت هكذا في لابيسي ديالنا في شاو تاع بلونش الجيري بروغرام بلونش الجيري ديبوزيت دوسي تاع كيما الاخرين كيف ما جا حتى زقاولي قال لك سي بون ما قبلوا قدامنا بديت جريت لي بابي قدامنا مع الاول صعوبات راك تعرف الاداره باسكو حنا كنا نقراو بعد الاداره شويه هكذا الحمد لله بدينا هكذايا بديت نخدم لاكناس كازوس كنت مع الاول نروح خايب او لاكناس هذه كازوس حاجه كبيره وبعد الانسان كيما نقولوا شويه احتكاك قدامنا نورمال دخلت هكذا عادي ولي نورمال بدينا نخدموا هكذايا كملت بون في البونش الجيري تزوجت ثاني حاجه كيما نقولوا بونش الجيري نكتب لك عندها فضل كبير كيما نقولوا في حياتي هي اللي فتحت لي ابواب بزاف وليت نعرف ناس نديروا خير في ناس ما الناس ديجا هكذا جبناهم يخدموا كانوا لاضروا كانوا قاعدين مساكين كيما حنا كنا قاعدين دخلناهم كيما نقولوا معنا ولينا هكذا نقصروا معاهم كش ما يخصهم نعاونوهم خرجوا كاين ناس ولات تصلي ناس واحد يقول لك انا دوكا باش شغل عاود نحيينا ناس يقول لك انا دوك نتزوج واحد يقول لي يخمم تاع الزواج واحد كل واحد يقول لك انا نعاون دارنا كل واحد كيفاش وكملنا خدنا بلونش الجيري ودوكا انا كيما نقولوا في تيبيمو انا بروغرام تيبيمو هكذايا وشنو كاين كيما نقولوا حنايا دوكا انا راني رئيس جمعيه حي وممثل تاع جمعيه احياء في بلديه الكاليتوس بون انا دخلت الجمعيه ماشي انا باش نسحق انا بون الناس هما صحاب تاع الحومه هما اللي داروني رئيس جمعيه وانا دخلت الجمعيه باش نعاون هادو ليجان باسكو انا تجوزت ديجا كيما نقولوا هذيك الفتره هذيك تاع قعاد برك هكذا منا مزيان الحمد لله الواحد كيما نقولوا قرا وكلش ما راحش العفايس كيما الحاجات اللي ماشي منا هكذا دوكا انا نجرو مع الناس دوكا انا هادو تاع بلونش الجيري كامل انا نجري معاهم هكذا بينيفون ما اللي يجي لي واحد يقول لي نعطيك يقول لي كذا نقول له ما تعطينيش باسكو انا تجوزت مش تجوزت انت انا سيتياسيون وحده مع انه كان يقول لك سيتياسيون تخلع باسكو انا سيتياسيون شنو سيتياسيون ما على باليش كيما نقولوا هي ضروا فاي خدمت عند واحد باش نخلص انا وخلص خدامين لازم غادي خدمت هذيك سيتياسيون قريت هكذا منا لقيت والو وليت انا نخدمها وكي خدمتها لقيت بلي السيد اللي خدمها لي غلط فيها شفت سامي لي لا عملت لي كيما نقولوا حوايج بزاف عملت لي سيتياسيون اللي انا نخدمها دوك انا في هادو اللي يخدموا في بلونش الجيري كامل انا نعاونهم ونجري معاهم رحمه الله كنصروا معاهم الكاز نوصل هكذا كيما نقولوا نجي نعاود ديجا مسيو قارا مسيو مصويا نهبلتهم هاو مازال ما خلصوهمش مازال قالت لي جا باش يبقى كيما نقولوا سما بيا هذا ما كان وحنا والله نشكروا بزاف مسيو قارا ومسيو حافظ من سوريا باسكو عاونونا بزاف وجاو معنا وكيما نقولوا واحد يقول نقدوا بزاف شباب دوك انت الشباب الا ما قال كيما نقولوا خلاص عام هكذا سير بصح ما قال ما كاش خلاص تلعب الكونطرا هذيك يقدر يروح يخدم في جهه اخرى ماشي كيما كان قاعد هكذايا ولا ما كاين والو ما كان راسي دوك ولا واش يقول لك انا نروح نخدم كارتشيفا واحد يقول لك شويه هذا كيما نقولوا كان الانقاذ هذاك عاود الانسان فطن عاودنا حينا عباد كيما نقولوا وبارك الله وشكون البريزيدون ديالنا تاع موفرنا كلش معاوننا كيما نقولوا
هكذا بارك الله فيكم. اسمح لي لا دابا تسقسي بقات لك دركا واش تخدم ميزابار تو بيمو اسكو تقدر تسوميسيوني انا نخدم تي بيمو ودوكا نخدم جوست كوميرس باش نخدم بين كيما نقول مع شركات مع الاخر كيما انا حاب ندير سوسيتي كيما نقول نيطواياج توجور باسكو هي اللي فيها هي برتاح خير اللي نكمل فيها وبعد بشويه اللي يسالي يطوروا يخدم حاجه اخرى. Alors là, nous allons passer à Madame André et Madame Sekouli pour leur intervention. Je vais vous présenter, ensuite Amalia se présentera et ensuite nous vous proposerons une suite de slides, mais on passera vite sur certaines. On pourra revenir, on pourra se poser des questions ou venir au fil des débats et des réunions que nous aurons. Et puis nous pouvons aussi continuer à travailler avec vous par mail, on sera toujours prêts à vous aider à trouver des documents, à regarder au niveau même de l'Europe ou d'autres pays des informations sur un mode d'action qui pourrait vous aider à réfléchir sur vos propres démarches à vous. Donc d'abord, je suis donc André, je suis un fonctionnaire de l'État qui a déjà une longue carrière. Après avoir fait l'École nationale d'administration, j'ai travaillé au ministère de la fonction publique, donc ce qu'on appelle le SADESSIN, à travailler sur le statut, les règles, les plus hautes règles de fonctionnement de la fonction publique. C'est un peu ingrat. Alors j'ai un peu évolué ensuite vers le ministère des Affaires sociales, qui me plaisait beaucoup plus, parce que dans ce ministère, on ne fait pas que des affaires sociales et du développement social, on s'intéresse aussi à l'emploi. Et on a des possibilités de métier, comme vous le savez, qui sont tout à fait passionnants et aussi où on a une action avec les personnes, avec les gens, avec les groupes, avec que ce soit des personnes handicapées, des personnes en recherche d'emploi, des jeunes qui ont quelques problèmes parfois. Et donc tous ces sujets-là sont, je dirais, l'insertion pour moi est le thème qui a traversé ma vie professionnelle jusqu'à maintenant, l'insertion sociale et professionnelle. Et je continue à m'interroger sur savoir qu'est-ce qu'il faut faire d'abord. Faut-il faire d'abord de l'insertion sociale pour arriver à l'emploi? Ou faut-il trouver un emploi pour régler les problèmes sociaux? Je n'ai pas la réponse. Et je pense qu'on fait tout en même temps. Quand on amène à l'emploi, on travaille sur l'homme, la femme qui arrive à l'emploi, avec les questions qui se posent. Et si on n'arrive pas du tout à l'emploi parce qu'on a trop de difficultés sociales, il faut traiter les difficultés sociales. Donc je n'ai pas de réponse formatée. J'ai eu des responsabilités de terrain dans un département, je crois que c'est une wilaya pour vous, j'étais d'As. J'ai aussi été au ministère des Affaires sociales, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé sur la politique de la ville, que j'aime bien. C'est une politique française très compliquée, on parle de millefeuille. Mais en même temps, c'est une politique qui permet d'expérimenter. Donc c'est aussi ça que j'aime, c'est innover, développer des nouveaux programmes. Et puis j'ai été aussi 8 ans au département de Paris. Département de Paris, donc c'est aussi une sorte de grosse wilaya. Et là, j'étais responsable d'abord des associations, puis de l'emploi et de la formation. Parce que dans des grandes villes françaises, il y a toujours quelque chose, un bureau, une action sur l'emploi, en complément de tous les autres acteurs de l'emploi, dans les régions, au niveau de l'État et des services publics ou des acteurs privés. Et maintenant, je suis dans une agence qui est l'agence de coopération du ministère des Affaires sociales et de l'emploi et du travail et de la formation professionnelle. Et je suis notamment responsable de programmes de coopération avec une petite dizaine de pays qui sont en Afrique subsaharienne pour essayer de faire des échanges avec de l'expertise pour renforcer les capacités ou faire évoluer les capacités des administrations, travail, emploi, formation professionnelle et un peu de terrain quand même, puisque dans la formation professionnelle, on travaille notamment par exemple sur la validation des acquis de l'expérience, sur des programmes extrêmement intéressants
qui fonctionne en France et qu'on peut aussi aider à fonctionner dans les pays pour faire acquérir des diplômes à toutes ces personnes qui ont une compétence acquise sur le terrain et qui ont un diplôme associé. Voilà, je vous remercie et donc à toi Maya. Bonjour, je vais vous présenter rapidement. Moi je viens au départ du terrain. Je suis partie des acteurs qui ont rejoint le ministère après une expérience importante au niveau local. Donc je suis psychologue de travail en termes de formation initiale. Et à partir de cette formation, par hasard, je suis tombée un petit peu dans le puits de l'insertion des publics, adultes et jeunes. Et donc j'ai démarré ma carrière dans la formation professionnelle ce qu'on appelait à l'époque, c'est pas joli, des publics de bas niveau de qualification, on les appelle plus comme ça, heureusement. Mais voilà comment j'ai démarré donc mon expérience professionnelle. Et qu'à un cas, je veux dire, je suis arrivée donc à rencontrer un dispositif qui est très intéressant. Au départ, j'étais quand même très spécialisée adultes et jeunes. Et j'ai travaillé donc ces 15 dernières années, on peut dire ça, sur les publics jeunes en particulier, en dirigeant une association très spéciale qui s'appelle Mission Locale, sur le terrain, pendant quelques années. Et à partir de cette mission locale dont je vais vous parler, parce que c'est un dispositif assez intéressant, me semble-t-il, à partir de cette mission locale, j'ai été appelée à travailler dans une direction interministérielle et ensuite dans une direction générale de l'emploi, qui dépend du ministère de l'Emploi. Et aujourd'hui, je travaille au Conseil national des missions locales. Alors, c'est une institution un peu particulière qui existe depuis 30 ans, qui a été mise en place par Mitterrand et Rocard, au moment où en 80, donc, on est à la gauche d'Italie d'Emploi, on est très accompagné, très innovant. Et en fait, par 1982, on a été la même chez nous. Donc, pour ce soir, qui avait des jeunes, accompagnés des jeunes, c'est cette fois-ci, des jeunes qui ont généralement moi, je comprends pourquoi. Les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il y avait des jeunes qui erraient, qui n'étaient ni scolarisés, ni en emploi, qui traînaient, qui étaient désœuvrés. Et en 81, les pouvoirs publics pensaient que c'était conjoncturel, que ça n'allait pas durer, qu'il fallait se donner un petit coup de main, et puis ça allait passer. Et puis, ce dispositif qui était conjoncturel, en fait, c'était un vrai problème structurel, puisqu'il existe encore aujourd'hui, 30 ans après. Donc, à l'époque, M. Mauroy a tout simplement demandé à un monsieur très important, M. Schwartz, qui était enseignant, qui était professeur. Il lui a dit, bon, il faut aller voir sur les quartiers. Un peu ce que vous faites avec vos cellules de proximité. Allez sur les quartiers voir ce qui se passe. Qu'est-ce que font ces jeunes? Pourquoi ils n'ont rien? Comment se fait-il qu'ils ne sont pas pris en charge par l'école? Comment se fait-il qu'ils ne sont pas pris en charge par l'époque, l'agence pour l'emploi existait, etc. Donc il a été sur le terrain, il a été parlé avec les différents partenaires. Il a été parlé avec les élus, avec les maires. Ils ont été rencontrés les éducateurs de rue. Ils ont été rencontrés les gens de l'NPE. Ils ont été rencontrés l'éducation nationale. Et ils se sont rendus compte que ces jeunes-là, ils étaient connus de personne et qu'ils avaient vraiment un besoin très particulier qu'on les accompagne sur l'ensemble des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Ce n'est pas des jeunes qu'on peut mettre à l'emploi parce qu'ils étaient très jeunes, qui n'avaient aucune expérience professionnelle, qu'ils avaient souvent un regard de l'école très négatif, qu'ils avaient raté en général les sorties du système scolaire avec une image très négative de l'école. Et donc, vous ne pouvez pas les traiter comme les autres. Il fallait vraiment un traitement spécifique adapté à ce public. Et Schwartz fait un rapport. Dans ce rapport pour l'insertion des jeunes, il dit à M. Mauroy de l'époque, voilà, il faut absolument s'occuper de ces jeunes. Il ne faut pas travailler seul. Il faut travailler avec l'ensemble des partenaires sur le territoire. Ce n'est pas un problème qui concerne uniquement l'emploi ou qui concerne uniquement l'éducation nationale. Donc il faut être intelligent, essayer de faire des missions locales, d'où le nom mission. Donc c'est une action spécifique sur un territoire. Il faut que le maire de la commune soit là, il faut qu'il soit intéressant, d'autant plus que tout le monde soit habité et qu'on puisse donner une offre. Ils auront également ça fonctionne bien et voilà, pour des gens. Et ça fait une mission locale et s'engage à l'OGK sur ces sujets. Donc aujourd'hui, c'est un réseau qui est très spécifique parce que c'est une mission de service public. On avait ça comme ça. On verra après, donc rapidement. Voilà, et aujourd'hui, donc, le conseil, je vous ai déjà parlé, donc c'est un conseil qui dépend du Premier ministre, qui est interministériel, pour les raisons que je vous ai évoquées, puisqu'une mission locale, elle travaille sur tous les champs. Elle travaille sur la formation,
sur la partie éducation, puisqu'il y a des possibilités de retourner à l'école pour certains jeunes. Elle travaille sur les freins, donc toute la partie sociale, notamment toutes les questions d'éducation à la santé, au logement, à la mobilité, et puis sur l'emploi. Donc ce conseil, il est interministériel, il regroupe 10 ministères, et il regroupe évidemment les élus, on a besoin des présidents de missions locales, et puis il regroupe les collectivités territoriales, et il est chargé pour les gouvernements de faire des préconisations au pouvoir public sur l'insertion des jeunes. Voilà, très enrichissante. Et on ouvre le débat, s'il y a des questions. Vous avez cité, j'ai pu entendre le terme diplômé, insertion des diplômés, et j'aimerais bien avoir plus de précision sur ce dispositif. D'accord. J'ai vu qu'en France, il y a plusieurs dispositifs. Vous avez Pôle emploi, qui est vraiment la structure. Alors, c'est une structure particulière, puisque avant c'était l'ANPE, qui est l'Agence nationale pour l'emploi, qui a fusionné avec les ACEDIC, qui sont des structures paritaires. C'est un travail formé, privé. Là, on a géré l'indemnisation du chômage, le fameux assurance chômage. Donc, c'est devenu un établissement public qui s'appelle Pôle emploi. Vous avez à côté une structure privée, mais reconnue, qui est l'agence Pôle emploi des cadres, et qui est chargée d'accompagner toute personne cadre, il faut avoir été cadre dans la vie professionnelle, qui va les accompagner sur l'accès à l'emploi, la formation, etc. Ça, c'est la PEC. C'est une structure à côté de Pôle emploi. Pôle emploi le fait aussi. On veut dire que la PEC est une spécialisation vraiment sur les cadres. Donc les cadres, ça correspond à soit ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle, soit des jeunes diplômés qui ont au moins plus 3 licences. Plus de la licence pour être considérés comme cadres. Quand vous sortez par exemple de l'université ou de grandes écoles, vous êtes automatiquement, vous avez le droit de vous inscrire à la PEC pour avoir de l'accompagnement, de l'appui, de l'aide. Mais c'est privé. Quel genre d'accompagnement, madame? C'est un accompagnement vers l'emploi, c'est-à-dire qu'on va vous allez recevoir, vous allez être reçu par un conseiller qui va voir un petit peu ce que vous avez fait, qui va vous conseiller sur les différents métiers, qui va vous faire des propositions d'offres, puisque vous savez qu'en France, on a un système de recueil des offres d'emploi, à Pôle emploi, mais ailleurs, il n'y a pas Pôle emploi. Et à partir de ça, le jeune va pas être seul, il va être accompagné dans ses démarches pour essayer de trouver un emploi. Il y a quelques nuances. Faire le parallélisme entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Algérie. La bonne pour l'emploi est le résultat d'une fusion entre l'UNIDIC et l'ACEDIC. Chez nous, on dit Caisse nationale d'assurance chômage. C'est une caisse, elle existe encore. Et nous avons l'Agence nationale de l'emploi, qui est dans les missions de ce qu'on appelait l'ANPE d'antan. Aujourd'hui, l'ANEM continue à fonctionner sur le mode de l'ANPE. Voilà, c'est pour que vous sachiez en appréciant la situation algérienne et nous donner vos précieuses recommandations, de saisir les nuances. Merci. Justement, une question, excusez-moi, sur la caisse d'assurance maladie qui existe aussi, donc maladie n'importe quoi, chômage qui existe en Algérie, elle est financée comment? C'est l'État? C'est l'État, d'accord. Par rapport à ce qui a été exposé à l'instant, moi ce qui a attiré mon attention, c'est les missions locales. Parce que, bon, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, c'est un peu l'émission de l'ADS. Ce qui serait intéressant, c'est être dans le bain, de savoir comment la mission a pu s'intégrer au milieu de la panoplie de partenaires et d'acteurs. Parce que toute la difficulté, elle est là. L'ADS, au bout depuis 1996, elle n'arrive toujours pas à s'intégrer et à jouer son rôle. Voilà. C'est intéressant parce que justement, ça a été difficile aussi. En fait, les missions locales, rappelez-vous, ordonnance 82. Il faut quand même le législateur, il faut qu'il l'oriente. Ensuite, il y a eu la loi de 89. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 82, l'État a créé une délégation interministérielle à l'insertion des jeunes. C'est très important.
Cette délégation interministérielle, elle a été sur les territoires, elle a été rencontrer les élus, elle a été rencontrer, il fallait que ce rapport qui a été mis en œuvre soit mis en œuvre. Et dans ce rapport, on disait bien que tous les partenaires devaient être mobilisés. Donc comme il y a eu une expérimentation qui a duré plusieurs années, on va dire de 81 à 89, la mise en place de la loi, il y a eu des expérimentations avec des structures qui n'avaient pas de, comment dire, c'était une coordination d'acteurs, c'était pas des structures en dur, c'était ni une association, ni une agence, ni une mairie, c'était une collaboration d'acteurs. Et donc, à partir de ces expérimentations de collaboration d'acteurs, il a fallu réfléchir. D'abord, ils se sont rendus compte qu'au bout de plusieurs années, que c'était pas conjoncturel et qu'il y avait un vrai problème. On a eu une masse de jeunes énormes qui ont déboulé. Donc, il a fallu, en effet, créer des structures pour les accueillir. Et dans les années 82, avec l'ordonnance, chaque jeune doit avoir une proposition d'emploi de formation, c'est dans la loi. L'ordonnance, c'est plus fort que la loi. Donc, du coup, les PAIO ont mis en place, l'État a mis en place le crédit formation individualisé pour les jeunes, qui permettait à chaque jeune d'avoir accès à une formation, parce qu'évidemment que le premier sujet c'était ça, les jeunes qui n'avaient rien, il fallait au moins un premier niveau de formation. D'accord. CNM, Conseil national des missions locales. Conseil national des missions locales. Quelque chose de... Ça n'avait pas tout à fait. On avait un dispositif d'insertion professionnelle des jeunes. IPCHI. On va parler un peu en abréviation. Il y avait une composante pour aider à la création de l'auto-emploi. Et on appelait ça à l'époque coopérative de jeunes. Il y avait aussi une autre composante qu'on appelait emploi salarié d'initiative locale. C'était à faire partager pour des mesures incitatives pour aider encourager les employeurs publics et privés à plutôt un programme à frais partagés, le salaire de poste, plus la subvention de l'État, à l'employeur d'aider à l'insertion des jeunes. Ça, c'était bien avant la naissance de l'ADS. Bon, après cela, l'ADS a repris petit à petit ces politiques-là, à part les coopératives des jeunes, qui ont évolué vers ce qu'on appelle actuellement l'ANSEJ, Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes. C'est l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'emploi salarié, c'est une autre affaire de manche, c'est-à-dire, voilà. Et maintenant, nous en tant qu'ADS, nous héritons de cette ESIG-là. Entre-temps, moi j'ai quitté l'emploi et je suis allé dans le social, j'ai perdu un peu le fil des événements. J'ai une de mes collègues là qui pourrait continuer sur la lancée pour parler un peu de la transition du dispositif d'insertion professionnelle des jeunes vers l'appropriation de ce programme-là par l'ADS. L'une de mes collègues continue à expliquer un petit peu comment le contrat de pré-emploi, ce genre d'emploi jeune a évolué après. À vous. À ma c'est un peu sectionner les tranches de population auxquelles nous avons affaire. C'est s'adresser aux jeunes diplômés à travers les différents programmes d'évolution, CTE, CTE, voilà, qui leur sont destinés, et essayer de s'adapter aux besoins, avoir les partenaires qu'il faut. Comme vous, le programme BID, ex-CPE, avait mis comme clause sine qua non que le jeune soit formé, soit encadré et soit
confirmé par la suite, chose qui n'est pas évidente. Nous nous sommes retrouvés avec des entreprises qui exploitaient ces jeunes, qui leur confiaient des tâches qui ne servaient à rien. C'était tout ce qui était archivage. Voilà. Voilà. Et c'est les risques. Même chose pour les autres dispositifs. Nous avons aussi l'AFS, qui est une allocation qui est destinée aux jeunes sans... Comment vous appelez ça? C'est des catégories particulières. C'est ça. On voulait, c'est-à-dire, est-ce que vous avez quelque chose qui correspond, c'est-à-dire pour faire, qui correspond à notre dispositif, c'est Blanchagerie. C'est pas les entreprises de solidarité, c'est-à-dire, comment dire, vous avez les entreprises d'insertion, il y a un autre mot qu'ils utilisent. Vous l'avez dit tout à l'heure, concernant ceux qui perdent leur emploi et créent des entreprises solidaires. L'insertion. C'est l'économie sociale et solidaire. Pour être général, voilà. Économie sociale et solidaire. On voulait ça parce que, en quelque sorte, pour Blanchagerie, les jeunes, ils viennent, c'est-à-dire ils viennent, ils ont appris quelque chose. Les critères d'un entrepreneur. Ils ont enlevé la timidité, ce qu'on avait. Ils ont enlevé la peur. Ils ont appris l'endurance vis-à-vis de l'administration, la patience vis-à-vis des ouvriers, parce que des fois, ils ont un retard de paiement de leur situation, donc le paiement de salaire, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Donc ils savent comment, c'est-à-dire patienter leurs ouvriers. C'est ça le plus important, c'est notre dispositif. Donc ce qu'on voulait, quelque chose qui correspond à notre, c'est-à-dire, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça, l'entrepreneuriat pour ces jeunes. C'est pour nos jeunes des quartiers, en particulier c'est des quartiers difficiles. Et on trouve même dans une équipe de 7, 2 délinquants, 3. Même on a fait Blanchagerie, on l'a donné pour les prisonniers, c'est ça? Les ex-détenus. On les a insérés dans le cadre de Blanchagerie. D'accord. Parce que généralement c'est des quartiers marginalisés, c'est des jeunes marginalisés. C'est-à-dire ça, au début, lorsqu'on les rencontre, ils disent que nos parents ils nous ont rien fait, l'État nous a rien fait, mais une fois qu'ils rentrent dans le dispositif, comme quelqu'un m'a dit, lorsque je suis rentré dans le dispositif, je sens c'est moi l'État. D'accord? Il est intégré. C'est ça, c'est ça l'intégration. On voulait des dispositifs d'intégration. C'est ça ce que je voulais dire. Merci. Et le programme d'appui au filet social. Le premier, donc vous avez devant vous des flyers où il y a des petites définitions. Alors le premier programme s'est décliné en 2 dispositifs. L'allocation forfaitaire de solidarité, elle est adressée aux personnes inaptes au travail. Le deuxième, c'est l'indemnité à l'activité d'intérêt général. Ce dispositif, à partir de février 2011, a été fusionné avec un autre dispositif que nous allons voir tout à l'heure. Donc ça, c'est la première famille, le filet social. La deuxième, le programme d'appui au filet social. Il est composé de 2 sous-programmes. Le premier, c'est le programme du développement communautaire. Alors là, on retrouve un petit peu l'économie solidaire. Donc le développement communautaire, il incite à l'éveil communautaire. L'ADS finance des projets qui suscitent l'éveil de la population, c'est-à-dire que c'est la population qui exprime son besoin. Et on l'incite à participer dans la traduction de ces besoins en projet. Pour cela, le développement communautaire s'appuie sur une action de proximité dont l'outil est la cellule de proximité et de solidarité qui est composée d'une équipe pluridisciplinaire. Vous avez un médecin, une assistante sociale, un sociologue, un psychologue qui font des enquêtes sociales, qui pratiquement font toutes les études sur terrain. Donc c'est eux qui sont en contact avec la population et c'est eux qui aident la population à traduire leurs besoins en projet que l'ADS pourra financer plus tard. Ensuite, vous avez le deuxième sous-programme qui est le programme de l'emploi et de l'insertion qui se décline en 4 dispositifs. Vous avez le premier dispositif, c'est
c'est les travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre. TUPIMO, voilà. Alors, il consiste à l'entretien des infrastructures de base. Il vise la création massive d'emplois temporaires. Et il s'adresse aux petites micro-entreprises et tâcherons locaux. Ce qu'exigent les TUPIMO, c'est que 50 à 60% du montant du projet soit destiné au salaire des ouvriers, auxquels on n'exige aucune qualification. Donc, le contrat de travaux, dans le contrat de travaux, on exigera que les travaux soient exécutés manuellement et que le détenteur du projet recrute les chômeurs de la commune bénéficiaires de ce projet. Le champ d'intervention des TUPIMO, il intervient dans plusieurs secteurs. Vous avez les routes, l'entretien de chemins communaux, l'hydraulique, par l'entretien des réseaux d'assainissement et les regards, les forêts, correction torrentielle et travaux sylvicoles, la santé, lutte contre les maladies à transmission hydrique, lutte contre la leishmaniose et les piqûres de scorpions, l'agriculture, les salles de soins, les collectivités locales où on intervient dans les écoles primaires. Ça, c'est le champ d'intervention des TUPIMO. Et le secteur de la solidarité, l'entretien et la réflexion des centres spécialisés. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième, Blanche Algérie, est une déclinaison du dispositif TUPIMO. Donc il en a été inspiré par... le principe est le même, on doit recruter les chômeurs de la commune, sauf que là, on s'adresse à un chômeur à qui on donne un projet. On ne s'adresse pas à un tâcheron déjà constitué. On donne le projet à un chômeur pour une durée de 3 mois, renouvelable 3 fois. Un contrat est évalué à 850 000 dinars. Il recrute, l'exigence c'est que le tâcheron n'ait pas plus de 40 ans. Pour le chômeur, on peut aller jusqu'à 59 ans. Pareil pour l'ouvrier des TUPIMO. Nous avons aussi la prime d'insertion des diplômés. Elle est adressée aux jeunes diplômés universitaires ou issus des instituts, ou techniciens supérieurs issus des instituts de formation professionnelle. L'âge exigé, c'est entre 19 et 35 ans. Le contrat est d'une année renouvelable une fois. Le dernier dispositif est le dispositif d'activité d'insertion sociale. Le contrat est de 2 années renouvelable 2 fois. Donc en tout 6 ans d'insertion. Et c'est ce dispositif auquel a été fusionné l'IAIG. Bien sûr, tous ces programmes, tous les bénéficiaires de ces programmes bénéficient de la couverture sociale pendant la durée d'insertion et même une année après cette durée. Voilà, donc voici les programmes que gère l'ADS en général. D'intérêt général, tel donc le DIS ou l'IAIG auparavant, et ils ont également la possibilité d'être inscrits et de bénéficier de l'AFS. Donc le premier programme qui draine, je dirais, un maximum de population, c'est l'aide directe. Un deuxième dispositif qui également prend un nombre très important de population, actuellement c'est le DIS qui va jusqu'à 500 000 bénéficiaires. Quoique au niveau de ce dispositif, si on le compare avec celui de l'AFS, il y a beaucoup de mouvements. Donc si en termes de personnes, vous avez beaucoup plus de personnes qui bénéficient. Mais en nombre annuel, en moyenne annuelle, c'est moins que l'AFS. Et c'est un dispositif où il y a beaucoup de turnover. Donc il y a des sorties et des rentrées. Rien que pour l'IAIG, nous avons fait une étude sur 14 ans. Ce n'est pas une étude, mais c'est une enquête statistique qui nous a démontré ce que disait ce matin mon ami Atafa par rapport à l'ancienneté au niveau de l'IAIG. Actuellement, c'est vu comme un reproche
mais moi je dis que c'est un effet pervers ou un effet indésirable d'un traitement que nous avons pris. Alors qu'il fallait prendre des décisions dans les années 90 pour parer au plus urgent. Maintenant, il fallait occuper les gens, il fallait entretenir la force de travail, donc il fallait un dispositif qui se devait d'être national et très important. Et actuellement, malheureusement, il y a des effets indésirables actuellement, des gens qui sont restés. Sur 14 années, nous avons eu 24 000 bénéficiaires qui avaient plus de 10 ans sur le dispositif. Et avec, ça c'est, je dirais, comme disait l'autre, le point noir. Donc pour moi, c'est un phénomène, c'est des gens qui sont restés parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Il faut se poser la question, pourquoi ils sont restés? Donc il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'opportunité, c'est ça ce qu'il faut voir, et pas le contraire. Et il y a eu pratiquement 2 millions de bénéficiaires qui ont transité par ce dispositif, et nous avons dû même calculer ça par rapport aux wilayas. Donc il y a des wilayas qui ont enregistré beaucoup de turnover et d'autres qui étaient plus ou moins stables, et ça c'est par rapport à la dynamique économique et sociale également au niveau de chaque wilaya, parce que les dynamiques de développement ne sont pas les mêmes. Donc vous avez le DAIS en termes numériques et en termes de budget également. Le deuxième dispositif qui en nombre est, je dirais, très important également, en termes d'impact également, c'est les TUPIMO et Blanche Alger. C'est très important parce que l'incidence financière de ces projets sont colossaux, c'est énorme, c'est des milliards de dinars chaque année. Actuellement, nous disposons de pratiquement 80 milliards de dinars, ce qui correspond à pratiquement 800 millions d'euros de budget. Et pour revenir, on pourrait se poser la question comment on pourrait améliorer l'efficience et l'efficacité. Un budget important, comment faire pour pouvoir améliorer l'absorption au niveau du terrain qui permettrait donc de créer de l'emploi, peut-être diversifier la typologie d'intervention des tubes. Pourquoi ça, c'est une proposition que je vous fais. Et en dernier lieu, vous avez le programme du développement communautaire. C'est un programme qui s'adresse aux communautés pauvres et qui a pour objectif d'améliorer le cadre de vie de ces populations et d'améliorer leurs aptitudes. Souvent, on ne sait pas qu'on peut nous-mêmes faire les choses. On ne sait pas qu'on est capable de s'en sortir. On se dit, voilà, il faudra qu'on ait quelqu'un qui va venir. Or, les solutions sont chez nous. Et on s'est dit qu'il faudra qu'on fasse du travail. Le projet d'infrastructure n'est qu'un prétexte. Enfin, c'est un appât pour que les gens puissent, au fur et à mesure, intégrer, s'approprier les projets. Et en définitive, si on agit sur les comportements, c'est vrai que c'est en termes de financement, c'est 1 milliard de dinars au max par année. C'est 200 à 300 projets par an de réalisation. Mais en termes d'impact, je trouve que c'est un projet, c'est un programme très intéressant en termes d'ingénierie sociale. Voilà, donc je crois que j'ai fait le point. Donc l'AFS, en premier lieu, c'est Blanche Algérie. Oui, c'est combien par an? 800 000 Non, en fait, j'ai dit le budget. Hein. Oui. Et par rapport au nombre, peut-être c'est 80 000 emplois an, à peu près. Emplois. Ouais, moins que ça, moins que ça. 49 000 emplois par an. Exactement. Environ 200-300 projets facilement. Donc 49 000 en moyenne annuelle, mais sachant que c'est des projets de 3 mois, oui, c'est des beaucoup plus de personnes. Oui, ça fait 2 Voilà, c'est la moyenne, exactement. Le budget, combien par an? Le budget, vous avez dit? En moyenne, on avait 6 milliards, mais ça fait 2 ou 3 ans, nous avons eu des financements très importants, et actuellement, un problème se pose à nous. Comment? Parce qu'on avait 6 milliards par an, en moyenne. Pour les 6 milliards par an, on avait déjà des problèmes d'absorption, parce que l'économie est telle, les besoins sont tels, les procédures également font qu'au maximum, on ne consomme que 80%.
Imaginez quand on reçoit une année après 40 milliards de dinars. L'équivalent de pratiquement une dizaine d'années, c'est 6 fois. Et on dit consommer. On est comptable de ces 40 milliards. C'est pour ça que en fait, j'ai dit à Soulef et au groupe, parce que c'est un groupe de travail, un groupe de comment on pourrait. Je crois qu'il faut diversifier les typologies, les interventions pour permettre une meilleure consommation. On n'est pas là pour consommer, il faut bien consommer également. Mais qu'on est comptable quand même de 40 milliards et on sait que le besoin y est. Comment faire pour faire remonter le besoin pour que nous-mêmes on puisse consommer et être efficient et efficace en même temps. Donc c'est pas facile parce qu'il y a quand même des... on est comme disait... à Papfa, on est partie prenante dans une dynamique. Et on dépend également de la volonté des autres, on dépend pas nécessairement de la volonté, des moyens des autres également. On n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes objectifs, qui fait que il faudrait qu'on ait des espaces où on peut s'échanger et voir des consensus par rapport aux objectifs des uns et des autres, qu'on puisse trouver ce qu'on appelle un centre d'intérêt qui soit commun aux uns et aux autres pour qu'on puisse donc aller à améliorer donc les dispositifs. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est par rapport à ça que voilà, si vous voulez, on commence par M. Risdel. Vous nous présentez sa présentation. Le développement avait un très grand retard. D'ailleurs, moi, j'étais élu en 2008. J'ai commencé à faire une priorité de recenser tous les problèmes qui existent à notre niveau, point de vue développement. On a écrit un journal, disons un journal de plus de 300 pages, qu'on a appelé le rattrapage de développement. Et on a recensé plus de 500 milliards de centimes, 500 milliards de centimes pour essayer de rattraper le développement. Alhamdoulilah, on a rattrapé pour les 5 ans. C'est par rapport à ça. Je vous donne un exemple, par exemple, en ce qui concerne l'eau potable, par exemple. En 2008, il n'y avait que 20% de la population des eucalyptus buvait l'eau potable 24 sur 24. Et qui est arrivé, voilà, 20% de la population, un petit peu moins en gaz de vie, un petit peu moins. Et on avait presque 20 km de route goudronnée. C'est tout, 20 km. Ben, on a essayé de rattraper un petit peu. Maintenant, alhamdoulilah, en fin 2012, et on a 99% de la population boit de l'eau 24 sur 24 sur 7. Même le gaz, on est à 99%. Et on a réalisé plus de 108 km de mouvement. En plus. 99, c'est 100%. 99. C'est arrondir, là. C'est une commune agricole plus. On ne peut pas contenter tout le monde. C'est sûr. Il y aura tout ça. Bah, j'étais avec moi, monsieur le directeur. J'ai reçu les gens que j'ai reçus, on a parlé de l'eau et du goudronnage. C'est des gens qui habitent à la frontière avec la commune de l'Arba'a. C'est à presque, disons 10 à 13 km d'ici. C'est nos habitants. Et puis c'est un quartier qui a 25 ans de plus par rapport à Donc c'est les entrepreneurs qui prennent ces jeunes qui répondent, qui sont favorisés et qui donc... Monsieur, la question c'est, on les accompagne comment?
fois on fait des réceptions, on parle avec les jeunes, on les incite. Moi, la dernière fois, on les avait fait juin. Juin, les tapénanes. Juin, on a parlé de ça. Vous êtes un jeune maintenant, vous êtes en blanchangerie, il faut penser loin. Il ne faut pas rester. C'est ça, il faut. C'est la sensibilisation surtout. Et puis même à DAS, on leur dit ça, chez vous. ADS. Ah d'accord, ça, premièrement, les poser des questions. On répond, d'accord. Mais je vais apporter donc, il y a le contact au niveau de la DAS entre les personnes de Blanche-Algérie et Tupimo. Le contact c'est dans le même bureau. Donc ceux qui travaillent Blanche-Algérie, ils sont en contact avec ceux de Tupimo. Et d'accord, c'est dans le même bureau. Il y a un échange. Déjà si on fait un tâcheron pour chaque quartier, c'est 34, c'est ça. Et on a des quartiers qu'il faut 2 à 3 tâcherons. Voilà. Et il y a un travail immense dans tous les domaines. On a commencé par le curage, le regard, des avaloirs, le désherbage, le nettoyage, etc. Et maintenant, il faut penser même à d'autres tâcherons. Par rapport à ça, si on a 2 tâcherons pour chaque quartier, et c'est pas suffisant. Voilà. Et il y a beaucoup de tâches à faire encore. C'est-à-dire, par exemple, on pourra faire des espaces verts dans des quartiers. Je vous donne un exemple avec Madame la ministre de l'Environnement. On a lancé pour un quartier qu'on appelle 1600 logements. Il y a plus de 50 bâtiments. On va faire l'implantation de gazons et d'arbres, etc. On va faire la semaine prochaine, on va commencer. Et ça, il faut un entretien. Le journalier, qui va le faire? Par exemple, Blanche-Algérie, un groupe qui habite déjà dans le quartier peut prendre en charge tout ça. Et pour ça on ne fait pas qu'avec Blanche-Algérie. Je vous en parler de cet exemple. Et hier, j'étais en réunion avec les responsables du quartier. Et jeudi, on va se rassembler avec tout le quartier. On a demandé 2 représentants de chaque bâtiment. Et les entreprises sont là, ils sont payés pour faire le travail. Mais si la population n'adhère pas, c'est pas... Voilà. Voilà, on veut adhérer tout le monde. Maintenant, s'il y a des jeunes qui sont là, de Blanche-Algérie, qui travaillent pour leur quartier, c'est encore mieux. Dans un programme pareil, la CFR, ils faisaient la formation, ils travaillent en même temps dans l'implantation des arbres et la prise en décor, etc. Et nos jeunes de la DPI, même les autres directions, ils étaient présents avec la direction du DEP, son équipe. Donc on attend que vous allez nous envoyer quelque chose. Voilà, on va mettre en forme un peu les éléments, les études. Et je pense que vous avez compris les recommandations des autres de notre direction, donc c'est pas la peine de voir. C'est l'accompagnement. Oui. Bon, d'accord, c'est ça. C'est de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous aider sur ce... Et le prochain pareil, ce sera c'est l'accompagnement. Et après, ce sera le jumelage. Et après, il faut monter à mettre en place. Après, voilà. Oui, l'accompagnement, il me semble quand même... Et la formation, ça veut dire. Oui, peut-être. Donc, nous sommes venus en tant qu'expertes de l'Union européenne, cher monsieur, et à la sollicitation de l'ADS, de l'Agence de développement social, pour essayer de proposer des recommandations, proposant une évolution éventuelle ou une adaptation du système de Blanche-Algérie et éventuellement des Tupimo. Donc l'idée c'était, l'objet de la demande c'était voir si on peut pérenniser et comment mieux pérenniser Blanche-Algérie et les Tupimo. Donc nous sommes restés 4 jours, nous avons eu des réunions au niveau national avec l'ADS, des représentants du ministère
Et ensuite, nous sommes allés en Wilaya et à la région, à la Wilaya d'Alger, et à la DAS d'Alger. Et puis nous sommes allés sur le terrain. Nous avons même vu des tâcherons travailler avec leurs équipes d'ouvriers sur le nettoyage, qui nettoyaient des quartiers. Et nous avons eu une magnifique réception et réunion de travail avec le maire, président de l'Assemblée locale, qui fait preuve d'un dynamisme, d'une compréhension aussi des volets d'insertion professionnelle auxquels il peut contribuer, qui était tout à fait passionnant, avec une disponibilité de l'ADS et de tous ses cadres, de ses directeurs tout à fait remarquable. Donc on a assisté, on a vu un dispositif Blanche Algérie qui pour nous est très impressionnant par sa qualité. À quelqu'un d'être chef d'entreprise, on lui donne les moyens d'être chef d'entreprise pendant 3, 6, 8, voire 12 mois, et d'animer une équipe et d'avoir en plus du travail un projet d'activité qui est prédéterminé et dans une localité qu'il connaît. Et ça, je n'avais jamais vu d'exercice en temps réel et en activité réelle se mener de la façon où c'est organisé, avec notamment la gestion du budget global. Ça, je n'ai jamais, et je sais que sur l'insertion professionnelle, j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps, en France et avec des projets européens, et même avec d'autres pays, je n'ai pas rencontré de tels projets qui donnent les moyens financiers et d'activité pour que l'entrepreneur tâcheron et les ouvriers salariés puissent exercer au sein de ce projet de façon absolument efficace, efficiente et avec l'appui aussi d'un ensemble d'activités. L'ADS a un rôle important. On voit bien que c'est quand même l'ADS qui a initié pas mal de projets en Algérie et qu'elle a initié ce projet d'expérimentation avec Blanche Algérie en ouvrant le public des tâcherons aux universitaires pour voir un petit peu ce que ça allait donner. C'est donc une expérimentation qui en effet a fait ses preuves. Le dispositif est innovant, même pour nous, parce que donc moi je travaille plutôt sur le dispositif d'insertion des jeunes en France. Et on recherche aussi des solutions, parce que dans les quartiers populaires en France, on a des grosses difficultés d'insertion des jeunes. Et c'est vrai qu'on sait que le fait de donner du travail, de mettre un jeune en immersion dans une entreprise, d'être en situation de travail, c'est important. Mais l'intérêt de Blanche Algérie, c'est que le dispositif, il va beaucoup plus loin que ça, puisque le jeune, il va encadrer une équipe de 7 ouvriers et il va directement travailler pour un petit marché, même si en effet tout est encadré, en effet le DAS de l'ADS à travailler sur la mise en œuvre. En tout cas, c'est quand même un exemple de dispositif quelque part qui a été inspiré par les cadres de l'ADS, évidemment, qui se met en place au niveau local, l'ADAS ayant aussi un rôle à jouer. Et demain, comme nous préconise, c'est de renforcer, en tout cas de renforcer la partie accompagnement des tâcherons et de veiller à qu'à tous les échelons, il y ait un travail de coopération à travers les comités de pilotage locaux, de wilaya et au niveau national. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci.